bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis de la semaine en images. Le principe est simple et vous le connaissez. Avec un invité, nous commentons, analysons l'actualité de la semaine. Pour ce dimanche, nous avons fait venir sur ce plateau Maître Guillaume Manjolo, qui n'est en tout cas pas à présenter. Et pour ceux qui ne connaissent pas Maître Guillaume Manjolo, je vous rappelle que Maître Guillaume Manjolo est secrétaire général de l'ULDC, Union des libéraux démocrates chrétiens, parti cher à l'ancien ministre Raymond Tchibanantonga Moulongo. Maître Guillaume Manjolo est aussi porte-parole de la BCE, Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent, plateforme électorale membre du Front commun pour le Congo, FCC. Maître Guillaume Manjolo est également en dehors, en tout cas, de ses activités politiques, écrivain en philosophie politique. Maître Guillaume Manjolo, bienvenue sur ce plateau de la semaine en images. Merci infiniment, Monsieur Jean Romance. Et comment vous allez? Ça va. Et on sort du processus dépôt de candidature avec ce que ça comporte en termes de difficultés. Et là, nous sommes contents de voir qu'effectivement, l'essentiel de nos listes ont été retenues, par quelques petits couacs, me semble-t-il, une difficulté sur un dossier ou deux au grand maximum, mais pour le reste, ça a été. Et parallèlement à cela, les travaux de production intellectuelle sont en cours. Je fais partie d'un groupe de réflexion universitaire aujourd'hui piloté par le professeur savant érudit Kamana, qui gère l'université alternative Paul Institute. Et nous sommes en train de produire une revue, enfin il produit depuis très longtemps cette revue-là, et cette fois-ci il intègre aussi mes pensées, mes réflexions sont intégrées dedans. Il me place dans une position assez intéressante dans le cadre de cette production intellectuelle. Ok, c'est aussi bon, c'est en tout cas une bonne chose qu'en dehors de vos activités politiques, vous puissiez aussi réfléchir pour approfondir en tout cas vos connaissances et être parmi les grands intellectuels de ces pays, mais espérons que ces grands intellectuels vont prendre la décision, en tout cas, de faire émerger le Congo, comme vous le proclamez dans la BCE. Vous-même, vous êtes candidat à quel niveau, Maître Guillaume Manjolo? Je suis candidat au national, à la députation nationale, dans mon fief naturel de Luisa. Bon, j'ai eu plusieurs demandes pour que je le fasse à Kinshasa, mais je suis fidèle à ma terre. Je ne peux pas déserter parce qu'il y aura peut-être une interprétation malheureuse. Alors j'ai décidé de repartir encore à Luisa après la première élection en 2006 qui s'est moyennement bien passée, celle de 2011 qui s'est très bien passée. Malheureusement, on a été frappé par certaines choses qui me paraissent aujourd'hui innommables, qui ont fait que ça a été plutôt, ça s'était mal terminé au niveau de la Cour suprême, dans la mesure où simplement la seule faillite qu'on a eue, c'est que la personne qui devait rester en justice au nom de l'ULDC n'avait pas qualité. Par conséquent, nous avons été recalés. Étant démocrate, on a accepté. Je suis reparti avec mes 12 000 voix signalées officiellement en poche, alors que ceux qui avaient 5 000 voix se sont trouvés être proclamés. Voyez-vous, c'est ça aussi, la démocratie, l'acceptation de la décision de justice quand ça vous frappe. Et j'ai été frappé, j'ai vécu 2 ans difficiles. D'ailleurs, vous m'avez reçu ici, alors que j'en parlais à l'époque, vous m'avez reçu plusieurs fois, et pour que je dénonce ce qui s'est passé à Luisa. Et malheureusement, écoute... ok, parlons maintenant du présent, parce que vous évoquez la justice, ça va en tout cas nous intéresser aussi au courant de cette émission, parce que la Cour constitutionnelle a organisé cette semaine des audiences marathon pour statuer sur les recours introduits par les 6 candidats recalé par la CENI et les candidats à l'élection présidentielle. On suit d'abord en image ce qu'a été en tout cas une bonne partie de ces audiences et on revient sur ce plateau avec vous. Suivant. Le contentieux électoral opposant la CENI au président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, a donné une lumière on ne peut plus exacte de la difficulté de la centrale électorale à prouver sans le moindre doute les motivations valables ayant poussé cette centrale à déclarer irrecevable la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba à l'élection présidentielle du décembre 2018. L'opinion a été témoin de l'argumentaire somme toute laborieux de Ronsard Malonda, conseiller juridique de la CENI, qui aura étalé d'énormes lacunes à établir le distinguo réel entre la corruption et la subornation des témoins, supposé élément fondamental ayant dicté la décision de la CENI.
Les avocats du sénateur Jean-Pierre Bemba n'ont pas tergiversé pour éclairer la Cour sur l'inexistence d'une décision irrévocable émanant de la CPI condamnant le sénateur Jean-Pierre Bemba. Le président de la Cour constitutionnelle a à 4 reprises posé la question au Conseil juridique de la CENI sur la supposée possession d'un arrêt de la CPI controversé. La preuve matérielle a demeuré elle aussi au niveau de la CENI inexistante. La Cour constitutionnelle, bien qu'elle soit clairement compétente à la question, a pris l'affaire en délibéré. Et au-delà de l'avis du procureur général de la République, le délai accordé à la Cour sera consommé pour conclure ce contentieux. Oui, Maître Guillaume Manjolo, vous êtes du FCC et nous avons assisté tous à cette audience marathon à la Cour constitutionnelle où a été examiné, je l'ai dit avant que nous puissions suivre ça en image, le recours de certains candidats, des 6 candidats qui ont été recalés par la CENI. Nous avons par exemple les cas de Jean-Pierre Bemba Gombo, d'Adolphe Muzito, Sami Badibanga, mais dans sa présentation, dans son réquisitoire, il y a le parquet général estime que Badibanga et Marie-Josée Fokou peuvent en tout cas être récupérés, mais les autres candidats, notamment Jean-Pierre Bemba Gombo, Bemba Gombo, Adolphe Muzito, Gizenga, en tout cas doivent être recalés comme la CENI l'a fait. Bon, je ne sais pas quelle est votre lecture sur cette situation qui prévaut au niveau de la Cour constitutionnelle et qui, en tout cas, provoque beaucoup de réactions. Bon, la réflexion juridique, au fait, les raisonnements juridiques du procureur général près la Cour constitutionnelle va dans le sens des indications précises qu'on a vues sur le terrain. Et je souhaiterais qu'on puisse évoquer un peu le cas Badibanga, qui a été d'une violence absolue lorsque il a été recalé. Une violence absolue. Il a commencé à distribuer comme ça des insultes à qui voulait l'entendre et à épingler les uns les autres, alors que c'était une décision de la CENI et qu'il fallait apporter ses arguments devant la Cour constitutionnelle et non dans la rue. Vous savez, lorsqu'on a été à la hauteur où il s'est retrouvé sur les cimes de la République, c'est-à-dire les sommets quasiment de la gestion de la République en tant que chef de l'exécutif, Premier ministre, il faut de la retenue. C'est ce que j'ai toujours dit. Lorsqu'on est détenteur de la parole publique, on ne peut plus se comporter comme quelqu'un d'autre. Lorsqu'on a été revêtu de cette autorité particulière de gérer les âmes congolaises, on est appelé à plus de modération, à se laisser aller dans ce que j'appellerais, entre guillemets, vulgarité particulière. Et voilà, finalement, le procureur général estime qu'il y a des éléments qui concourent à pouvoir les laisser concourir. Mais face à l'injustice, souvent les gens perdent, en tout cas, la maîtrise de leurs nerfs. Vous le comprenez, non? Lorsqu'on n'a pas de nerfs, on n'est pas appelé à gouverner. Lorsqu'on doit gouverner, on doit être froid à tout instant. À chaque instant, on doit être froid. Parce que les émotions recèlent au fait la faiblesse humaine. Alors, lorsqu'on a des prétentions de cette nature-là, lorsqu'on a eu d'ailleurs des postes de cette importance, on doit avoir de la retenue sans cesse. Lorsqu'en plus, on sait très bien qu'on est détenteur ou dépositaire de la parole publique, on mesure chaque chose qu'on dit. Alors, oui, il faut faire un autre métier. Mais celui de gouverner la cité requiert énormément de précautions dans l'approche. Et par conséquent, aujourd'hui, on découvre qu'effectivement, la démarche qui avait été la sienne par rapport au recouvrement de la nationalité congolaise, peut-être qu'elle a été menée à bonne fin et que par conséquent, il avait droit de pouvoir aussi concourir en qualité du candidat chef de l'État. Mais simplement, peut-être qu'il y a eu une mauvaise interprétation de la CENI par rapport à ces dispositions-là. J'ai pu comprendre que la CENI estimait que lorsqu'on a perdu la nationalité congolaise, quand on la recouvre, on ne la recouvre pas celle d'origine, mais celle d'acquisition. C'est là, en fait, la mauvaise interprétation qui, peut-être, peut être redressée. Et pourtant, la CENI n'a pas comme travail d'interpréter les lois de la République. C'est un travail qui est réservé à la Cour constitutionnelle. Mais tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens au niveau de la CENI, des experts, qui doivent vous donner conseil pour faire ceci ou ne pas faire cela. Mais de toute façon, in fine, il appartient à la Cour constitutionnelle de statuer. Puisqu'il y a cette référence-là. C'est-à-dire que quand la CENI a décidé, l'autorité n'est pas absolue. L'autorité est absolue devant la justice. Et comme on a
un organe habilité à faire ce travail, ben, on se réfère à cet organe, tout simplement. Et lorsqu'on a géré le pays, on est appelé à respecter toutes les procédures, y compris certaines forfaitures, sachant très bien que ça peut être rattrapé lorsqu'on a des arguments qui disposent qu'effectivement vous avez raison, il n'y a pas de problème, il suffit de porter vos arguments qui au départ peut-être étaient considérés comme des simples allégations, mais au niveau de la Cour, ben, c'est pris en charge, apprécié sur papier, et puis après on vous donne raison, on verra, mais il faut encore qu'on vérifie si effectivement sa démarche des recouvrements de la nationalité congolaise était en bonne et due forme, et que la perte de la nationalité belge aussi avait été faite selon les règles de la Belgique. Comment il a été maintenu Premier ministre et il est député national si, en tout cas, cette nationalité n'était pas totalement recouverte? Non, c'est-à-dire qu'on a eu en 2006 quelque chose que j'appelle d'innommable. C'est-à-dire dans ce mouvement-là de compromis de Sun City et le fait de faire beaucoup de faveurs à certaines célébrités, d'un côté, à certains milliardaires, d'autres des chefs de guerre, à tout ça, on a continué avec cette façon de gérer la République avec des moratoires. Souvenez-vous qu'il a déclenché le moratoire au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'on avait découvert qu'effectivement, une série de personnalités étaient frappées par l'article 10 de la Constitution qui disposait, qui dispose toujours qu'on ne peut pas avoir au-delà de la nationalité congolaise une autre nationalité. Mais dans ces mouvements, je dis, du compromis de Sun City, on est passé à la compromission avec la loi. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Mais avant même Sun City, parce que vous évoquez cette question sensible de la nationalité, nous avons eu dans ces pays, avant même Sun City, un militaire qu'on nous a présenté comme étant congolais, chef d'état-major de l'armée congolaise, mais qui s'est retrouvé quelques années après à la tête du ministère rwandais des Affaires étrangères. Oui, mais et Tanganda aussi, général congolais aujourd'hui, il est en train pratiquement de se défendre, de s'exprimer en Kinyarwanda. Vous savez, ça pose problème aussi. Il y a deux choses différentes. Vous avez la période de la guerre avec ce que ça comporte en termes d'alliance et tout ce qui peut être autour des actes de guerre pour conquérir un territoire ou l'occuper ou les gérer ou les stabiliser ou éventuellement faire partie d'un dictateur. Alors on a besoin de l'aide d'ici et là et tout ça. Mais ces choses-là étaient connues de tous, il n'y avait rien qui était caché. On savait très bien que Laurent Désiré Kabila n'avait pas une armée à lui tout seul. Il a dû faire appel à des armées étrangères qui lui avaient été données par les Américains et les Anglais pour faire partir Mobutu. Donc ces armées étrangères étaient composées de militaires étrangers, pour l'essentiel. La preuve, c'est que quand il a dit « bon, maintenant c'est terminé, vous devez partir », on lui a fait la guerre. Les mêmes personnes dont vous citez. Il aura fallu que vous continuiez avec votre raisonnement en disant « ce sont les mêmes personnes en question, quand il leur a dit de partir, ils ont refusé de partir, ils lui ont fait la guerre. » Et in fine, aujourd'hui, il est mort. Vous savez, quand vous dites ces choses-là, allez jusqu'au bout du raisonnement. Ne vous arrêtez pas en chemin en disant, voilà, on a fait venir quelqu'un, mais dites pourquoi on l'a fait venir. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On lui a demandé aussi de partir, parce qu'on savait très bien qu'il n'était pas de chez nous. On le savait, tout le monde le savait. Si je dois aller jusqu'au bout aussi, nous évoquions Sami Badibanga et d'autres Congolais qui sont invalidés parce qu'ils détenaient une double nationalité. Par exemple, Moïse Katumbi. Lui, directement, le PGR a été monté au créneau pour ouvrir une information judiciaire. Mais à part lui, on n'a jamais vu quelqu'un d'autre contre lequel une information judiciaire a été, en tout cas, ouverte parce que détenant une autre nationalité que la nationalité congolaise, par exemple. Qui a déclenché deux mesures? Non. Qui a déclenché les foudres contre Moïse Katumbi? Contre plutôt Badibanga? C'est votre ami, ex-ami, redevenu notre ami, reparti votre ami. Olivier Kamita, qui avait déclenché ça. Bon, il n'a jamais en tout cas été mon ami, moi. Attendez. Mais il s'avère simplement qu'au G7, il y a des gens qui sont encore au Parlement qui ont une autre nationalité. Lorsqu'il a parlé des Badibanga, il aurait pu regarder dans son groupe, à lui, s'il y avait des personnes qui n'étaient pas dans la même situation, qui siègent au Parlement. Badibanga était rentré dans un compromis politique, on peut comprendre. Il avait été député, on peut les lui rapprocher. Mais en même temps, ces fameux moratoires, valait autant pour Badibanga. C'est un moratoire de la honte en ce qui me concerne parce que ça marche sur la loi. Tout ce qui marche sur la loi, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous sommes une génération aujourd'hui que Joseph Kabila est monté aux responsabilités avec une série de jeunes gens de sa génération qui sont pour une autre façon de faire les choses.
Nous avons vécu sous la coupe des célébrités. Ça doit s'arrêter. Voyez-vous, on ne peut pas avoir un plateau de télévision où on va parler des célébrités. En quoi sont-ils célèbres au sens réel du terme? Maître Guillaume, nous allons revenir en tout cas sur ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. On va prendre en image la réaction officielle du MLC à travers sa secrétaire générale, Mme Eva Zaïba Massoudi, qui en tout cas exhorte, demande à la Cour constitutionnelle de pouvoir trancher le dossier du président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, à toute transparence et surtout sans recevoir des injonctions politiques à gauche ou à droite. On va la suivre. Dire les droits, rien que les droits, telle est l'attente du mouvement de libération du Congo pour le dossier d'invalidation de la candidature du président national du MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, à la présidence du 23 décembre 2018 par la CENI. La secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba, a au cours d'une rencontre avec les bureaux politiques du MLC exprimé son indignation du traitement de la candidature de Jean-Pierre Bemba Gombo à la CENI. Un traitement qu'elle qualifie du complot ourdi de la majorité présidentielle contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Après publication par la CENI de sa décision déclarant irrecevable la candidature de son président national, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 et la requête en contestation de la dite décision devant la Cour constitutionnelle, le mouvement de libération du Congo fixe l'opinion sur ce qui suit. 1. Le MLC remercie le peuple congolais, les partis et regroupements politiques amis et autres forces vives de la nation pour leur solidarité et soutien. 2. L'examen de la requête du MLC devant la Cour constitutionnelle a permis à l'opinion tant nationale qu'internationale de découvrir le complot de la majorité présidentielle qui instrumentalise la CENI. Cette dernière a reconnu avoir examiné les dossiers de candidature non pas sur base de la loi électorale, mais des injonctions du pouvoir en place sous forme de lettres du ministre de la Justice, ce qui a permis de déclarer irrecevable la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. 3. Le MLC invite la Cour constitutionnelle à faire preuve d'indépendance et de professionnalisme pour dire les droits et rien que les droits, en dépit des pressions politiques évidentes. Le MLC appelle la Cour constitutionnelle à protéger le fondement de notre système pénal qui fonctionne sur base de la légalité et des strictes interprétations, en évitant des analogies, des confusions malveillantes et des raccordements frauduleux entre infractions. En tout état de cause, le MLC met la haute cour devant sa responsabilité historique et de gardienne des valeurs démocratiques et d'un état de droit. 5. Le MLC lance un appel à la communauté internationale et à toute personne éprise de justice et de paix à accompagner la RDC vers de vraies élections libres, transparentes, inclusives et apaisées, gage de paix et de stabilité dans la région. 6. Enfin, le MLC invite le peuple congolais à rester vigilant afin de barrer la route à toute stratégie de confiscation de son droit souverain de désigner librement ses dirigeants. Maître Guillaume, en tout cas, parlons un peu de ces dossiers. Vous êtes juriste. L'article 10 de la loi électorale dit que les personnes qui sont, par exemple,
condamnées de façon irrévocable pour corruption, ce sont ces personnes-là qui sont inéligibles. Mais il se fait que la CPI n'a jamais condamné Jean-Pierre Bemba Gombo pour corruption, mais pour subornation de témoins. Et apparemment, on se rend compte que cette décision aussi n'est pas irrévocable parce que le 17 septembre prochain, il y aura une audience pour en tout cas prendre une décision définitive sur cette affaire. Comment vous expliquez que quelqu'un qui n'a jamais été condamné pour corruption puisse subir les conséquences d'une autre infraction? C'est hallucinant votre réflexion, la manière dont on présente les choses. Nous sommes dans l'éloge de la folie d'Erasme. Et au moment où je réponds à cette question, je souffre à mon Zarathustra de Nietzsche. C'est ça la réalité, c'est la réalité, non? Votre réalité n'est qu'un sentiment, ce n'est pas une réalité, c'est un sentiment. C'est votre droit, avec les gens du MLC, d'avoir ces sentiments-là, l'empathie par rapport à une situation de leur chef et tout ça. Je peux comprendre ça, il n'y a pas de problème. Vous savez, Parménide nous dit, il y a d'un côté l'opinion qui recèle au fait les sentiments qui sont les vôtres, tout naturellement, parce qu'on est frappé. Mais oui, mais subornation des témoins et corruption, deux infractions qui figurent sur deux dispositions différentes du code pénal congolais, qui est de stricte interprétation. Ouais, vous me posez des questions, monsieur Jean Romance, les sentiments vous portent tellement que vous devez donner des explications. Laissez-moi vous répondre simplement. Oui, voilà. Allez-y, maître Guillaume. Donc, je disais ceci, Parménide nous dit, il y a d'un côté les opinions, de l'autre côté la vérité. Donc la raison, 1 + 1 = 2, ça ne change pas. C'est ça. Alors, lorsqu'on doit faire des règles des droits, les appliquer à des situations, on reste dans la raison, parce que la communauté a décidé que la raison, c'est ça. D'où ça devient une science pratique. Les autres interprétations sont de nature plutôt sentimentale. Et là, vous êtes dans les sentiments, ce que je peux comprendre. Et pousser au-delà, et vous dites, Madame la secrétaire générale du MLC, qui aujourd'hui, quand elle présente les choses, on sent plus la passion triste, c'est-à-dire les ressentiments, plus que l'envie de parler du droit. Pourtant, elle vient de faire le droit il n'y a pas très longtemps. Il y a ceci, et c'est simple. Je vous donne d'abord... Très rapidement, parce que nous avons d'autres sujets à Si, mais ça vous énerve que je puisse en parler clairement pour que les gens nous comprennent. C'est la chaîne, notamment de la tendance MLC, donc les gens qui suivent doivent savoir de quoi il s'agit. Il y a des gens de très bonne facture au niveau du MLC qui peuvent aussi prétendre. Je n'ai rien contre la candidature de messieurs les sénateurs. Nous, on l'appelle sénateur, mais vos amis européens l'appellent chef de guerre jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi. Voyez-vous, la Cour pénale tranche. Quand elle tranche, il y a deux volets. Il y a le volet sur la culpabilité, il y a le volet sur la condamnation, la peine applicable à l'infraction. Lorsque les procureurs de la Cour pénale estiment que la peine qui avait été infligée en première instance n'était pas correcte, ils forment appel. Je vous signale au passage que les co-accusés sont restés en prison pendant plus ou moins 1 an. Ils forment appel. Quand ils forment appel, il y a 2 phases. Il y a une phase sur la culpabilité du chef de l'infraction de subornation et du chef de corruption. Infraction de subornation du chef de corruption. D'accord? C'est ce qui est dans la loi congolaise. La loi congolaise ne parle pas d'infraction de corruption, mais parle d'actes de corruption, donc de chefs de corruption. C'est 2 choses différentes. Et le jugement, l'arrêt de la Cour pénale internationale, qui est irrévocable pour l'instant, dit subornation avec acte de corruption. Ce qui corrobore. Ça n'existe pas en tout cas cet arrêt-là qui dit subornation avec acte de corruption. Non, parce qu'au départ, laissez-moi vous donner l'explication. Oui, je voudrais quand même vous relancer. Au départ, par exemple, Bemba et ses co-accusés étaient accusés notamment d'actes de corruption, subornation des témoins. Mais après, les juges ont requalifié les faits pour rejeter les chefs des actes de corruption. Laissez-moi finir. On ne peut pas évacuer ce problème. Parce que s'il y avait effectivement actes de corruption, on aurait dû les mentionner dans les jugements. Ça n'existe pas dans les jugements. Monsieur Jean Romance, laissez-moi vous répondre. Oui, allez-y. Je sais que là, vous jouez les rôles de l'opposant. Non, je ne suis pas opposant. Jouez les rôles du journaliste, je vous répondrai. Voilà. Ne soyez pas un opposant honteux qui se cache derrière un journaliste. Répondez à un journaliste. Voilà la situation. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. C'est très simple. Vous savez, je le dis de manière apaisée, sans animosité, parce que je ne suis pas habitué à ça. Les textes
le point 843 de l'arrêt, il faut lire l'arrêt, vous n'avez pas lu l'arrêt, me semble-t-il. Vous entendez ce qu'on dit? 843 et suivant. L'arrêt fait 500 pages. Prenez la fin de l'arrêt. N'allez pas faire tout. La fin de l'arrêt. Monsieur Kilolo, Monsieur Babala, Monsieur Jean-Pierre Bemba. Acte de corruption dans les textes. On s'arrête là. Maintenant, on vient dans l'ordre interne congolais. Lorsqu'on est en face d'une situation de cette nature-là, lorsque les juges congolais doivent faire l'exéquature d'une décision, ils se posent la question d'abord. La loi qui est appliquée, c'est laquelle? Il vérifie chez lui. Quelle est la convention applicable à cette situation ici? Il a entendu parler de subornation, des corruptions et tout ça. Il doit poser la question. Quelle est la convention? Y a-t-il une convention qui s'applique à cette situation ou pas? C'est ça les bons raisonnements juridiques. Alors, il vient en RDC et regarde, est-ce qu'il y a la convention? N'allez pas voir la loi congolaise d'abord, au sens où ce qu'on a confectionné au niveau du législateur congolais. Il faut regarder ce qui est rentré dans l'ordre juridique congolais, qui vient de l'extérieur, les conventions. La RDC a signé la convention contre la corruption des Nations Unies et ratifié celle-là. La RDC a signé la convention contre la corruption de l'Union africaine, elle n'a pas ratifié. Celle des Nations Unies est ratifiée. Convention contre la corruption, ratifiée. Il faut vérifier ça. En octobre 2010, instrument déposé. Dans cette convention contre la corruption, au point 25, la subornation fait partie des actes de corruption dans la convention. On va pas faire. Non, on va faire. Non, on n'a pas tout ce temps-là pour faire ces débats académiques et tout ça. Permettez que je clôture là-dessus. Je m'arrête là-dessus parce que ça vous met mal à l'aise, que je peux comprendre. Pas mal à l'aise, mais on est en train de s'éterniser. Non. Avec un long discours, vous voulez en tout cas tout expliquer. Mais vous voulez. C'est un sujet qui vous préoccupe à fond. Maintenant, vous avez des arguments qui vous terrassent et ça vous pose un problème. Je vous assigne. Mais non, j'assigne à cette opinion-là. J'assigne à cette opinion-là d'aller voir l'arrêt 843 et suivant. Et maintenant, quand vous dites que la culpabilité peut être sautée, oui, elle peut sauter. La culpabilité déjà irrévocable peut sauter dans le cadre de la réhabilitation éventuelle, la révision du procès en question, parce qu'on aimerait trouver des éléments nouveaux. Ça, c'est une fenêtre qui est ouverte. Mais elle n'est ouverte que si jamais ces actes-là dont on reproche n'ont pas été commis. Or, ces actes ont été commis. Donc, si la Cour pénale tente de modifier cette disposition-là ou cet arrêt-là, c'est que c'est un acte politique, comme il commence déjà à faire des actes politiques. Cette préoccupation de l'opinion, pas ma préoccupation, mais celle de l'opinion. La vôtre aussi assumée là, c'est tout. La majorité présidentielle a toujours dit, la RDC a toujours dit, n'être pas en tout cas impliqué ni de loin ni de près dans le procès contre Jean-Pierre Bemba Gombo à la CPI. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on voulait instrumentaliser maintenant cette action judiciaire contre Bemba à la CPI pour l'invalider. Mais Monsieur Jean Romance, vous trouvez que c'est quand même contradictoire? Non, soyez... Vous venez de dire que vous appliquez les conventions internationales. On est dans le débat là. Mais on est par exemple, vous éternisez finalement. Non, les conseils des droits de l'homme de l'ONU. Oui. Qui a aussi pris des résolutions. Oui. Par exemple, pour réhabiliter, pour sortir Diom Ndongala, par exemple, en faveur de Moïse Katumbi Chapwe. Mais vous n'avez jamais utilisé, vous n'avez jamais appliqué. Monsieur Jean Romance. Mais pourquoi est-ce que vous acharnez sur ces procès? C'est la confusion totale. Il n'y a pas de confusion. Les conseils des droits humains ne font pas des résolutions, donnent des avis. Sollicitent la bonne foi du pays pour faire une chose ou une autre. Simplement. Même les résolutions du Conseil de sécurité sont bafouées, maître. Il n'y a pas... Non, je vous dis, il y a des... Vous savez, même les résolutions du Conseil de sécurité il y a un arsenal. Mais si vous voulez discuter pour vous entendre vous-même, ça n'a aucun intérêt. Vous voulez vous poser des questions, je vous réponds. Allez-y. Parce que vous avez déjà toutes les réponses par rapport à ce qu'on vous dit de votre côté. Tous ceux qui sont fanatiques d'un côté ont cette même réflexion. Écoutez l'autre son de cloche, qui est le mien, qui n'est pas forcément allez-y le vôtre. Pour qu'on puisse changer. Si maintenant on doit rester, car moi je dois y aller assez rapidement, vous qui êtes les présentateurs, vous prenez tellement de temps pour pouvoir élaborer votre raisonnement, ça pose un problème. Non, je ne me plains pas, je constate simplement que nous sommes dans les ressentiments. Voilà, la situation est simple. Il s'avère que les conseils de sécurité, il y a des résolutions qui sont contraignantes, d'autres qui ne les sont pas. On les applique ou on ne les applique pas. Lorsque les sujets sont très sérieux, on impose des résolutions contraignantes, pas des avis, pas des simples avis. Pas des résolutions en estimant que les pays doivent être de bonne foi ou pas. Nous sommes dans ces cas-là. Montrez-moi une résolution contraignante avec l'obligation de faire ceci. Si vous ne le faites pas, il y a telle sanction.
Il n'y en a pas. Et par conséquent, on bat ça en brèche, on revient aux choses sérieuses. Les gens que vous citez, s'ils sont en contradiction avec la loi, dites-moi, quand Strauss-Kahn a eu des problèmes, vous pensez un seul instant qu'un pays du monde allait dire oui, il faut qu'il aille aux élections? Quand Fillon a eu des problèmes, ils ne sont pas plus importants que vos stars que vous citez? On doit sortir de là. On doit se référer à la loi. La loi congolaise aujourd'hui est celle-là. Lorsque vous m'avez sur ce plateau posé la question sur la candidature de Joseph Kabila et que le pays allait être à feu à sang s'il ne respectait pas la loi, aujourd'hui qu'il a respecté la loi, qu'il n'est pas candidat, ça vous pose aucun problème? Et comment ça se fait que vos champions ne peuvent pas respecter la loi au motif qu'ils sont célèbres? Monsieur Jean-Pierre, le sénateur Jean-Pierre, moi je ne l'appelle pas le chef de guerre parce que les gens qui l'appellent chef de guerre lui confient une mission quasi messianique de la déflagration. Nous, on ne l'appelle pas plutôt chef de guerre, on l'appelle sénateur. C'est le sénateur le plus choyé de la République pendant son incarcération, qui a continué à toucher ses émoluments. Tous ceux qui sont trouvés... Arrêtez-moi. Non. Vous avez dit qu'il est... Non. L'application Jean Romance. Des décisions... Monsieur Jean Romance, vous êtes dans une option des ressentiments et de la plaidoirie. Alors, il faut qu'on vous réponde clairement. Il y a plusieurs honorables députés et sénateurs qui ont été défenestrés parce qu'ils ont manqué à leurs obligations d'être présents. D'accord? Monsieur est reproché par la CPI. 10 ans plus tard, et pendant les 10 ans, dans un premier temps, il a touché son salaire comme ancien vice-président, il a continué à toucher son salaire comme sénateur, il sort des prisons, on lui donne son passeport diplomatique, et il vient ici. Dites-moi, cet acharnement... Et il a aussi droit à un général comme garde du corps. Oui, mais attendez. C'est aussi là un traitement des faveurs. Mais il est favorisé parce qu'on peut lui faire... Il ne peut pas aller aussi habiter dans sa résidence. Non, mais écoutez, là, vous voyez, maintenant, vous tirez sur des choses qui n'ont aucun intérêt. Non, mais vous avez besoin... Je vous oppose des arguments Vous n'opposez aucun argument. Savez-vous combien de députés ont été défenestrés parce qu'ils ont manqué 2-3 séances? Et lui, pendant 10 ans, il a bénéficié de toutes les facilités, y compris les passeports diplomatiques, alors que d'autres attendent un passeport ici ou là, ils ne peuvent pas l'obtenir. Oh, merci, Maître Guillaume Mandiolo. Saluez quand même la bonne foi. Maître Guillaume Mandiolo, je rappelle que vous êtes CG de l'ULDC, porte-parole de la BCFCC. Vous êtes écrivain en philosophie politique. Parlons maintenant processus électoral. Demain lundi, il va être affiché les listes provisoires des électeurs par la CENI. Et sur ces listes, on va retrouver aussi les 16% d'enrôlés sans empreinte digitale et qui posent aussi polémique. Est-ce que vous, Maître Guillaume Mandiolo, vous êtes rassuré en tout cas par la façon dont ce processus électoral est conduit? Que nous cheminons vers des élections crédibles, apaisées, inclusives, qui, au lendemain de l'application des résultats, ne conduiront pas au chaos ou à des échauffourées? Monsieur, juste un mot qu'il faut relever, inclusive, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire, c'est une nomenclature assez hasardeuse. Ça se retrouve dans l'accord de la Saint-Sylvestre et même dans la résolution 2409 des Nations Unies. Avez-vous lu la dernière résolution des Nations Unies et les avis dont vous parlez? Les mots exclusivité n'existaient plus, on n'en parle plus. Parce que tout le monde s'est rendu compte qu'effectivement, les gens auxquels vous faites référence par rapport à l'inclusivité, certains n'ont pas droit, tout simplement. En fait, c'est 2-3 personnes. 80 millions d'habitants de la RDC sont suspendus à la position de 2-3 personnes qui, normalement, n'ont pas le droit de citer parce qu'ils ont agi contre la loi congolaise. Or, pour nous, pour l'instant, la loi doit parler rien que la loi. Maintenant, vous me parlez de l'issue des élections. Écoutez, nous souhaitons tous l'issue apaisée. Moi, j'ai été victime en 2011. Je suis passé sur votre plateau, j'ai critiqué les systèmes. J'estime ne plus être victime cette fois-ci par rapport à l'issue réelle des élections. C'est-à-dire que je ne sois pas frappé encore par ce que j'ai vécu. Pas seulement moi, beaucoup autour de moi. L'autorité morale de l'ULDC, Romo Tchibanatouma Moulongo, a vécu la même situation. Monsieur Balmayel, qui était à Idiof, a vécu la même situation. Mais c'est notre famille politique en même temps. Mais on se dit quelque part que la CNU est indépendante. Elle ne peut pas être indépendante quand ça nous concerne. Elle le serait moins quand ça vous concerne, vous ou vos champions. Il y a un problème. Donc, voyez-vous, c'est ça, en fait. Dans ce pays, on doit apprendre à avoir la culture de l'apaisement et de l'acceptation de l'issue, au fait, des jugements éventuellement ou des sanctions qui sont portées contre nous.
qu'elle soit positive ou négative. Vous savez combien de procès en France il y a eu où les gens n'étaient pas coupables et que les gens ont subi la rigueur de la loi 20 ans, 30 ans plus tard. Nous avons affaire à un état de droit, ce qui n'est pas le cas de la RDC. Entre guillemets, la France est l'état de droit pour les Français en France. La France n'est pas l'état de droit lorsqu'elle vient en Afrique commettre des crimes. Lorsqu'elle vient enlever Gbagbo, ce n'est pas un état de droit, c'est un état voyou. Et ce sont les Français qui le disent. Suivez l'universitaire Paul Bourgi, il vous dira. Il est français, il explique. Oui, Maître Guillaume, nous avons quand même aussi suivi au courant de cette semaine l'implication du Conseil de sécurité de l'ONU à organiser une séance où Niki Halé, par exemple, a réitéré l'offre du soutien international à la RDC pour organiser ces élections. Et comme depuis un bout de temps, la RDC a dit en tout cas n'être pas prête à accepter n'importe quelle assistance pour ces élections. Pourquoi est-ce qu'on refuse l'assistance électorale et pourtant, quand nous avons Ebola, nous sommes assistés et même nos ministres voyagent par les canaux des avions de la MONUSCO, ça ne nous gêne pas. Sur le plan militaire, nous avons un accompagnement de la MONUSCO et pourtant, les domaines de défense, c'est vraiment un domaine privilégié de souveraineté. Ça ne nous gêne pas. Pourquoi est-ce que ça doit nous gêner quand on voudrait bien nous assister pour que l'argent, comme l'a dit Niki Halé, qui pourrait servir aux élections, puisse être utilisé par exemple pour des actions sociales? Bon, vous faites des questions très longues. Acceptez aussi que je vous réponde branche par branche. Ok. Les pourquoi de cette préoccupation qui est la vôtre, celle de la communauté internationale, a la réponse dans celui qui est le père fondateur de la RDC moderne, c'est-à-dire Lumumba. Lumumba dit, faites en sorte que la politique congolaise se décide en RDC et pas ailleurs, en RDC. Il en est mort. Cette parole est sacrée. Elle est sacrée. Maintenant, si vous voulez faire la promotion de la politique de la mendicité, si votre camp a estimé que bon, c'est ça la politique qu'il faut faire, parce que les interactions internationales nous recommandent qu'en cas de maladie, il y a les interventions. Même au Japon, on y va. Je ne me souviens pas avoir un camp politique. Non, vous défendez un camp et ça se voit. Ne soyez pas honteux à pouvoir le défendre, assumez. Bon, voyez-vous, lorsque le Japon est frappé par les éboulements, les tsunamis, c'est un pays extrêmement riche. Les cas des forces majeures de cette nature-là appellent la compassion, si vous voulez, internationale. Parce que ça peut se répandre en cas de maladie sur toute la planète. C'est pour contenir la maladie, les cas échéants. Ça, c'est un point qui est géré par l'OMS. On est parti à l'OMS. Donc, ça n'a rien à voir avec l'aide qu'on attend de qui que ce soit par rapport à cette histoire-là. Au passage, le professeur Muyembe est celui qui a trouvé la solution à la guérison de l'Ebola. Pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas par ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'on ne les finance pas, lui, de sorte à ce qu'il puisse élaborer ces vaccins qui permettent à ce qu'on puisse endiguer définitivement l'Ebola? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Vous ne posez pas ce type de questions. Bon, maintenant, vous dites, la MONUSCO accompagne notre armée en quoi? La MONUSCO, ce sont des touristes. Vous le voyez à Kinshasa, rouler tout doucement, ce sont des touristes. Ils ont fait quoi pendant 20 ans? Est-ce que les bandes armées de l'Est ont été portées disparues grâce à la MONUSCO? C'est des touristes. On a demandé 1001 fois que les 18 000 hommes qui ne servent à rien dégagent la RDC. Ils ne veulent pas partir parce qu'il y a des sous derrière et tout ça. Voyez-vous, partant de là, mettons ça de côté. Vous dites la RDC par rapport aux forces militaires. La RDC en 2006 n'était pas classée parmi les forces militaires de la planète. Aujourd'hui, la RDC sur le plan de la planète, planétaire, elle est 75e du monde. En Afrique, elle est 10e. Ce qui fait que là, on entre comme dans pour avoir débarrassé aussi la RDC de tous les groupes armés. Mais attendez, vous posez des questions, je vous réponds minutieusement, pas après pas. Acceptez quand même d'accueillir mes réponses comme j'ai accueilli vos questions assez religieusement. Donc la RDC est 10e puissance militaire d'Afrique aujourd'hui. Ce qui fait que plus personne ne peut rentrer comme vous pouvez le faire à l'époque. Voyez-vous, quand vous avez vu l'Angola, les Rwandais aller parler à la France et tout ça, parce que c'est plus possible. On ne peut plus faire ça. Lorsque les jeunes Mamadou Ndala a conduit les équipes pour défenestrer les M23, que tout le monde a pleuré, vous n'en parlez pas. Parce que c'était un mouvement militaire terrible, rwandais, avec quelques Congolais à la tête. Et on a fait ça. Pourquoi vous n'en parlez pas? Alors maintenant vous dites, il faut absolument qu'on puisse accepter l'aumône,
l'aide et votre dignité à vous. Et les paroles sacrées de Lumumba, vous en faites quoi aujourd'hui? Et les paroles sacrées de Lumumba qui voudraient aussi que les Congolais, par exemple, puissent avoir droit à un traitement correct de la part de ceux qui dirigent le pays. Tout à fait. On voit ici des Congolais canardés par l'armée et la police quand ils manifestent. Non, canardés, c'est trop dit. Et on voit par exemple, il y a des bavures. Les uns dans le pays de Lumumba ont droit à faire des manifestations et les autres n'ont pas droit. On a vu à Lumumbashi par exemple, Kingo Kumwanja a plusieurs fois empêché de manifester. Mais quand c'est le FCC, ils ont droit. Non, monsieur Jean Romance. Oui, le pays de Lumumba, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Ça, c'est la caricature. Et vous êtes spécialisé dans la caricature et les gens de votre camp. Non, je suis dans le sérieux, dans la science éventuellement. On ne peut empêcher personne, en regard de la loi, de faire les manifestations. On ne peut pas empêcher. Mais quand il y a des cas de force majeure, au terme de chaque manifestation, il y a des morts, on doit faire attention par rapport à ça. On doit prendre des mesures pour empêcher que ça se fasse ou que ça finisse de cette façon-là. La loi doit être exécutée pour tout le monde. Et pareil pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas. Non, mais je vous l'accorde. Voyez-vous, là, je suis d'accord avec vous. Je n'accepte pas, moi, d'avoir été défenestré par une loi qui a fait plaisir à un autre. Voyez-vous. Donc, je suis pour la loi, qu'elle soit la même. Elle s'est appliquée sur Joseph Kabila Kabange. En termes de 2 mandats, pas plus. Elle doit s'appliquer pareil pour les suivants. Si cette loi n'est pas changée, elle doit s'appliquer pour les suivants pareil. Si M. Ramazani, qui est mon candidat naturel aujourd'hui, se trouve être candidat 1 fois, 2 fois, il n'y aura pas de 3e fois tant qu'on n'aura pas changé cette loi. Monsieur, la loi devait s'appliquer sur Joseph Kabila, comme vous le prétendez, on aurait eu des élections en comme je 2016. On aurait eu des élections en 2016. Mais attendez. 90 jours avant la fin de son second mandat. Non, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juriste. Vous parlez de quelle loi? Non, vous n'êtes pas juriste, c'est vrai que vous allez dans tous les sens, selon que la fureur de la cité exige que vous dites... Non, restons. Vous avez affaire à quelqu'un qui est ignorant, vous faites les corps. Journaliste de formation, nous subissons une formation encyclopédique, vous le savez. Non, je sais, vous êtes quelqu'un de tout à fait pointu, mais quand vous laissez aller par les sentiments, à ce moment-là, vous perdez. Maître Guillaume, je dois répondre à ça. Très rapidement. Et ne faites pas ça, monsieur Jean Romance. Chaque fois que vous posez la question, vous vous limitez à répondre vous-même et puis vous empêchez celui que vous avez invité de pouvoir répondre. Merci pour la parole. Oui, voilà. Il y a 3 articles, monsieur Jean Romance, dans notre Constitution. L'article 73, l'article 103, l'article 105. Ces 3 articles parlent de comment on entre et comment on sort dans un mandat. Ça concerne les chefs de l'État, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales ainsi que le Sénat. Ça dit exactement ceci. J'ai traduit ça. Une légitimité acquise d'une manière précise se perd lorsque quelqu'un d'autre l'acquiert de la même façon. Cet article, ou ce 2e alinéa, a été confectionné par M. Kamitatou, sur sa proposition, avec M. Mwando Simba, qui demandait à l'époque au rédacteur, M. Mampouya, d'y ajouter, parce qu'on a eu des blocages dans les années 60, et qu'on ne peut pas avoir les vides de pouvoir. Ceux qui sont là. Je m'arrête là, s'il vous plaît. Voilà, okay. Ce qui fait que on a eu un Sénat qui a fait 12 ans au lieu de faire 5 ans. Pourquoi vous n'en parlez pas? Mais c'est la faute à ceux qui dirigent le pays. Non, c'est ça la loi en fait. Qui n'ont pas assuré les bons fonctionnements corrects des institutions. Exact. Les cas de force majeure peuvent permettre qu'on puisse se trouver dans ces cas-là. Et par conséquent, on a respecté la loi. On va prendre en image un drame qui s'est déroulé cette semaine à Limité. Une usine construite pratiquement de façon anarchique et sans respect des normes urbanistiques s'est effondrée et est allée en tout cas finir sa course sur un hôpital. On a déploré des morts et des blessés. Suivant. La scène est presque surréaliste. Les couloirs du centre médical Moi Mwamtongo, inondés par une quantité importante du riz, échappé de la réserve de l'usine indienne dénommée GBT, spécialisée dans la production des laits caillés et de la farine de blé. La clôture en métal a cédé et endommagé un pavillon important du centre médical, faisant provisoirement un mort et un blessé grave, dont les pronostics sont peu rassurants. Les blocs opératoires n'ont pas été épargnés. On a entendu un bruit sec derrière nous, tel que vous voyez derrière là. Alors c'est l'usine des Indiens, mal construite,
sans respecter les normes urbanistiques qui est tombé. Et jusqu'à présent, il y a encore l'un de nos personnels qu'on n'a pas pu encore récupérer des décombres. Mais il y a une autre qui est grièvement blessée, que nous avons reçu presque après 1 heure pour les déterrer des décombres. Il y avait des malades qu'on a pu quand même dégager rapidement, ceux qui étaient ici. Mais les personnels qui étaient à l'intérieur, il y a un jusqu'à présent qu'on n'a pas encore déterré. Les autorités du centre médical ont suffisamment et constamment averti les propriétaires de l'usine GBT quant au danger éventuel de la structure métallique qui n'aurait pas été installée avec toute la sécurité requise. Ces derniers s'est toujours défendu en brandissant ses relations privilégiées avec les autorités de la place et les précautions de sécurité ne sont pas ses affaires. Ça fait combien d'années que cette usine a été installée? C'est depuis l'année passée qu'on a installé cette usine. Nous avons décrié, nous avons parlé, nous avons vu les autorités pour leur dire que ça ne respecte pas. C'est une usine de blé ou de fabrication des alcools, ou je ne sais pas ce qu'ils fabriquent là-bas. Là. Alors nous avons dit, nous avons interpellé les autorités, personne ne nous a compris. Et voilà maintenant, là, nous sommes en train de subir les conséquences avec des décès. Un petit mot, peut-être de compassion sur ce qui s'est passé à Limete, sûrement que vous avez suivi. Je déplore parce que, me semble-t-il en plus, là où c'est arrivé, je connais les propriétaires de l'espace en question et ceux qui louaient. Il y a une faiblesse dans les contrôles chez nous, une grande faiblesse. Les agents qui sont affectés à ces tâches-là sont sans cesse corrompus. Et tout le monde le sait, sont sans cesse corrompus. C'est-à-dire, au lieu de regarder, faire le travail normalement, de contrôle, de vérification, ils sont soudoyés, ils repartent. Et voilà, on tombe sur ce type de drame. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est recommandé que les sanctions soient sévères. Voyez-vous, la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur pour ce type de comportement. Il suffisait d'avoir un suivi réel des contrôles, à la fois de l'usine, de ceux qui exercent dans cette structure-là et tout ça, et voir aussi s'il ne pouvait pas avoir, en cas de catastrophe, des conséquences malheureuses ou fâcheuses. On en a aujourd'hui. Donc un accident pour vestuter éventuellement des structures, voilà cette situation. Mais le comble, c'est que les responsables de cet hôpital a même attiré l'attention des autorités par des correspondances. Il y a même un procès contre ces sujets indiens. Mais rien n'a été fait en tout cas pour arrêter cette. Mais c'est dramatique. C'est ça en fait l'histoire de la corruption. C'est pas pour rien qu'on a érigé M. Luzolo pour pouvoir traquer toutes ces choses-là et tout ça. C'est ça le problème de la corruption. Il ne fait rien sur terrain. Non mais attendez, vous voulez... Rien sur terrain, aucun procès. Monsieur Jean-Romain, je suis en train, il y a un temps pour ça, je suis en train de faire l'autocritique de la gestion. Permettez-moi de pouvoir attaquer la gestion. Puisque j'ai défendu sur le principe des droits ce qui se passait, je défends aussi, j'attaque aussi sur le principe des droits. On ne peut pas avoir un pays où vous avez des policiers de roulage qui montent dans votre voiture, on dirait des loups. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas avoir un pays où aucun contrôle n'est possible parce que les gens sont soudoyés. On ne peut pas avoir un pays où les agents de la régie des eaux touchent l'argent à la porte et ne peuvent pas rentrer pour pouvoir déposer les factures. Ce n'est pas sérieux. Et tout ça doit être revu. C'est pour ça qu'il faut une autre classe politique, une autre génération, une autre vision. Parce que nous sommes en train de pouvoir récupérer toutes les tares du passé et on les remodèle, on fonctionne avec. Où les passe-droits deviennent naturels, on doit plaider pour les gens manifestement illégaux. Comment on peut changer ce Congo-là Congo-là avec le même pouvoir qui a pratiquement fait 17 ans, on dirait même 20 ans. Jean-Romain, je pense qu'il y a quand même un minimum d'honnêteté intellectuelle. Et vous concluez par là? Non, il y a un minimum d'honnêteté intellectuelle. Ce pays a fonctionné jusqu'à aujourd'hui sur base de compromis. Compromis politique pour composer un gouvernement où on a associé quasiment tout le monde. Ce sont les Mobutistes d'hier, les kabylistes du père d'hier et d'aujourd'hui qui sont mis ensemble dans une supposée passion pour la République qui n'en était pas une. Tous les anciens qui ont perdu à l'époque de Mobutu ont récupéré dans les cadres actuels, notamment votre chef. Personne n'a forcé votre autorité morale de pouvoir récupérer des Mobutistes. On part du principe que celui-ci. L'homme peut s'amender. Mais on s'est trompé sur cet amendement. Il aurait fallu une autre classe politique. Vous verrez, me semble-t-il, les orientations qu'on est en train de recevoir du chef aujourd'hui, c'est qu'une autre génération qui est fidèle à la loi, à l'esprit de Lumumba, doit dorénavant exercer ses offices. Et c'est cette génération-là qui n'a plus droit à l'erreur. Nous sommes la centralité du monde par rapport à la transition énergétique avec notre cobalt, et notre cuivre et notre coltan. On n'a pas droit à l'erreur. Dorénavant, me semble-t-il, selon les orientations précises de l'actuel chef de l'État,
il n'y aura plus d'état d'âme de part et d'autre. Majorité, opposition, si la loi vous frappe, elle vous frappera. Regardez bien la liste qui a été donnée à la CENI. Les gens qui sont les plus frappés par la possession d'une autre nationalité sont de la majorité plutôt de l'opposition. Ça, vous ne le dites pas. Ok, merci beaucoup, Maître Guillaume Mandiolo, pour ce rendez-vous de chaque dimanche. Vous étiez en tout cas invité de la semaine en image. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ULDC. Vous êtes porte-parole de la BCI/FCC. Vous êtes écrivain en philosophie politique. Et merci en tout cas d'avoir pris de votre temps pour nous entretenir sur ce plateau. Et je vous rassure que vous avez eu affaire à un journaliste, pas à un cadre ou un militant d'un parti politique. Ne vous défendez Merci. pas. Rendez-vous en tout cas est pris dans un autre rendez-vous et un autre jour sur ce même plateau. Et pour ceux qui nous suivent, dimanche prochain, si Dieu le veut. Et en tout cas, restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Bye.